Symbole bien vivant du patrimoine pyrénéen, l'Isard a failli en disparaître à jamais. Protégé en de nombreux endroits sur les deux versants de la chaîne, il est devenu abondant. Tant mieux car il est l'élégance et la vivacité incarnées. Vision magique, vision fugitive d'une bête indomptable dont le seul nom évoque la liberté. Des hautes vallées de la Cerdagne et du mont Canigou aux basques pics d'Ori, de la Sierra del Cadí aux hautes vallées d'Anzo et du Roncal, l'Isard règne en maître incontesté, partout où la roche et la forêt, par un mariage savant avec les pelouses alpines, lui offrent le gîte et le couvert. Venus de la lointaine Asie, ses ancêtres colonisèrent l'Europe au cours des grandes glaciations, il y a 450 000 ans. De cette ancienne invasion descendent les populations de chamois et d'isards qui peuplent aujourd'hui les massifs montagneux allant du Caucase aux Picos de Europa en Espagne. Si la proche parenté avec le chamois les regroupe dans le genre Rupicapra, chèvre des rochers, dans les Pyrénées, l'isard appartient à l'espèce Rupicapra pyrénaïca. Notre pays abrite donc deux formes géographiques de chamois, celui des Alpes et l'isard des Pyrénées. Il se distingue par une question de poids. L'isard des Pyrénées pèse 25 à 35 kg pour les plus lourds des adultes, alors que le chamois des Alpes pèse bien 10 kg de plus. La livrée hivernale, notamment des mâles, est beaucoup plus uniformément foncée pour le chamois des Alpes, alors qu'elle est décorée pour celui des Pyrénées avec une épaule beige, un cuisseau beige et surtout une écharpe noire qui orne la partie avant entre l'oreille jusqu'à la patte. Il y a aussi des différences ostéologiques, notamment au niveau du crâne. On peut voir chez le chamois des Alpes une fontanelle, c'est-à-dire un interstice entre les os du crâne qui reste ouvert toute la vie du chamois, même lorsqu'il est vieux, alors que chez l'isard des Pyrénées, cette même fontanelle se ferme très vite à partir de l'âge adolescent. Ceci est considéré comme une preuve que l'isard des Pyrénées est une souche génétiquement beaucoup plus ancienne que le chamois des Alpes. Il y a aussi d'autres particularités. Chez l'isard des Pyrénées, presque tous les sujets ont des cornes qui sont récurvées d'abord vers l'avant avant de faire un crochet vers l'arrière. Alors que pour ce qui est du chamois des Alpes, la courbe est uniformément tournée vers l'arrière. Son domaine d'élection s'étend des hautes pelouses de l'étage alpin, dont les limites ne dépassent guère de 1800 mètres, à la basse forêt de l'étage montagnard. Il affectionne tout particulièrement les ravins frais et les forêts épaisses, parsemées de pitons rocheux et troués par les avalanches. Il y a environ 25 000 sujets pour ce qui est du versant français de la chaîne, auquel il faut ajouter au moins 15 000 animaux dans l'Aragon et quelques-uns en Navarre au versant espagnol, et au moins 10 à 12 000 pour ce qui est de la Catalogne espagnole, le tout amenant quelque chose comme 45 ou 50 000 peut-être sujets dans le monde. Il n'y en a pas ailleurs. Plusieurs noyaux de forte densité existent dans ce qui est actuellement le parc national des Pyrénées, dans les Pyrénées occidentales.
Il y a quelques réserves de chasse dans la partie centrale des Pyrénées. Il y a une grosse réserve domaniale qui est dans le massif du Mont-Vallier, qui est dans l'Ariège, ainsi qu'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage à Orlu, à la partie orientale de l'Ariège, et quelques zones dans les Pyrénées-Orientales où les densités atteignent ou dépassent 8 à 10 animaux par kilomètre carré. Chaque hiver, lorsque le manteau neigeux est important en altitude, les isards descendent vers le bas des vallées pour trouver nourriture et abri. Ils ont alors une aire de répartition qui est très concentrée. Mettant à profit ces endroits qui sont assez restreints, les gestionnaires des réserves posent des pièges à lacets qui se déclenchent au passage de l'animal et le maintiennent ainsi capturé par les pattes. C'est bon là. Ah, c'est fini, c'est fini. Donne-moi l'autre, croise-la, croise-la. Voilà. C'est tout petit là. Chérie, chérie. Voilà. Impec. On va le mettre dans le sac. Je vais chercher le sac. Allez, chérie, tape le sac, je le tiens. Allez, du calme, du calme, c'est bien. C'est rien. Joli bouquet. Ouais. Allez, allez, je tiens le sac. Allez, hop. Voilà, c'est bon. On va y aller. Ouais, laisse ça. Ouais. Ça y est. Attends, hein. Voilà. Ouais. Non, je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est sûr. Ah, mais c'est cool. Les animaux capturés sont relâchés ailleurs, dans un massif qui en a été plus ou moins dépeuplé, permettant ainsi de rattraper artificiellement l'équilibre de population. Munis de colliers, ils feront l'objet de suivis individuels sur leur comportement et leur déplacement pour des études biologiques. À l'est de la chaîne des Pyrénées, dans les hautes vallées de Cerdagne, l'Isère a colonisé toute la haute montagne et personne ne songerait à s'en plaindre. Surtout pas les chasseurs qui ont fait de lui le gibier privilégié des régions d'altitude. Nous chassons dans les Pyrénées-Orientales, en Cerdagne, sur le massif du Puigmal, en face Font-Romeu. Le massif du Puigmal, il y a 3 vallées. Il y a la vallée d'Aire, la vallée de Yaux, la vallée d'Ain. Sur ces 3 vallées, nous sommes à peu près 90 chasseurs à pratiquer la chasse à l'isard. Vraiment mordus, nous sommes, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais il faut savoir que sur 90 chasseurs, nous avons quand même plus de 100 bracelets, car nous avons une population d'isards qui est très riche. Pour moi, la chasse à l'isard, c'est une chasse à l'approche. Ici, il y a beaucoup d'isards, donc ça nous permet vraiment de choisir sa bête. Et puis à chaque sortie, on voit énormément d'animaux, on se régale. Tu vois là-bas, il y en a un. Sur le rocher là-bas, à côté du sapin. Il passe derrière le sapin. Et on va faire le tour, on va l'approcher par là. Oui, il y a une chose à faire. Pour moi, essentiellement, qui chasse le trophée, j'attends le mois de novembre pour tirer de beaux isards, pour chercher le bouc, pour la chair exceptionnelle. On chasse en altitude, il faut avoir une condition physique assez bonne, il faut connaître le milieu là où on chasse parfaitement. C'est une chasse très intéressante. J'ai tiré en train là-bas. Bon tapis. Regarde à gauche, il y a une chèvre qui est pas mal là. Elle est un peu écartée aussi. Elle est couchée, son chevreau à côté, tu la vois? Complètement à gauche.
Bon, on va essayer d'approcher celle-là. C'est vrai, elle est là, toi. Toi, tu me tiendras au courant si ça bouge ou si ça. La roue bouge, c'est bizarre. Ils sont couchés encore. Impeccable. Tu vois? Ouais. Tu la vois là? Oui. Tu vois? Quand je suis arrivé au caillou, elle s'est levée, la chèvre était un peu inquiète. Je lui donne un coup de télémètre, 297 mètres. Un bon tir. Ouais, je me suis bien appuyé. Bon. Je l'ai vu. T'avais tombé au Je carreau. l'ai vu tomber. Ouais. Et les autres sont partis vers où? Ils sont à droite. Là où il y a le bouc. Oui. Ouais. Bon, on va la chercher. Allez. Tiens là. Tu vois, le bac là aussi. Voilà le bac là. C'est la deuxième. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 ans. Je ne me mettais pas partout. Tu vas aller comme ça? C'est un beau pelage, hein. Bon, garderie, il faut à cœur tout ça. Tout est exposé. Voilà. Dans la montagne, l'hiver a cédé la place au printemps. Le moment est venu où les boucs adultes quittent les hardes et choisissent de vivre solitaires à l'écart de la chevrée. Rassemblés parfois par petits groupes de 2 ou 3 individus, ils semblent se désintéresser de toute l'agitation printanière.
Au printemps, toute la vie renaît. Les végétaux commencent à produire des pousses tendres sur lesquelles les isards se jettent assez avidement. Ils s'éclatent un petit peu, ils dépassent la forêt dans laquelle ils ont hiverné et ils se préparent au grand événement qui est la naissance des petits. Et alors pour cela, chaque femelle âgée de plus de 3 ans en moyenne est capable de porter un petit et un seul par saison au maximum. Lorsque la saison des naissances s'approche, après une gestation qui dure 5 mois et demi, les femelles s'isolent pendant quelques heures ou 1 ou 2 jours peut-être, dans un endroit soit bien caché dans des buissons, des buis, des choses comme ça, soit dans un endroit très inaccessible à certains prédateurs, comme une falaise ou une petite corniche très étroite. Et là, elle met bas un petit que l'on appelle cabri, qui pèse environ 2 kilos. Et voilà le petit qui est né, qui est tombé. La mère le lèche et le pourlèche avec une grande énergie. Il essaye de se dresser. On voit très bien le cordon ombilical qui pend. La mère le débarrasse des enveloppes fétales. Le petit est unique, toujours chez cette espèce, isard, donc la naissance est finie. La mère peut se consentir entièrement à son rejeton unique. Donc elle le nettoie avec une grande attention. La mère insiste lourdement sur la tête et sur le museau parce que une des fonctions de ce léchage est de transmettre au petit des microbes qui sont dans la salive de la femelle, car les ruminants n'ont pas de suc digestif dans leur estomac. Leur mère inocule des microbes qu'ils ont sélectionnés dans leur propre panse, et ces microbes vont, eux, produire des enzymes, des sucs digestifs, qui vont aider le petit à digérer les matières végétales qu'il mangera lorsqu'il sera un petit peu plus grand. Donc il se prépare à sa vie d'adulte dès les premières heures de la naissance. Dès quelques heures, peut-être 1 heure ou 2, il suit sa mère comme son ombre. Alors c'est fabuleux. Souvent, lorsqu'ils sont dans une pente, le petit vient se placer en amont de la mère et il se déplace presque comme l'ombre de cette mère pendant les premiers jours. Au cours de son histoire, cette espèce a toujours évolué dans des milieux montagnards à peu près semblables à ceux qu'elle utilise aujourd'hui.
sont des animaux qui se sont adaptés depuis fort longtemps au milieu dans lequel ils vivent, et ces adaptations portent notamment sur l'aptitude à se déplacer en milieu accidenté. Alors, l'isard a des segments de membres très longs qui font qu'ils sont construits comme un véhicule tout-terrain avec une suspension à grand débattement pour avaler les creux et les bosses de la montagne, et ils circulent très bien dans les chaos, dans les falaises et dans les choses comme ça. Leur pied est très particulier. Leur sabot a une paroi latérale très dure qu'on appelle le rempart, qui joue le rôle d'une carre de ski pour s'ancrer soit sur la neige bien dure, soit sur les pentes d'herbe gelées à l'automne, alors que la partie inférieure, que l'on appelle la sole, a la consistance d'une gomme ou de la semelle des chaussons d'escalade pour adhérer très bien sur le rocher sec. Ce sont de très bons grimpeurs, très agiles. D'autre part, bien que ces animaux ne soient pas limités vers le bas par des questions d'altitude, ils peuvent très bien vivre à des altitudes très modestes. On connaît des populations dans les Pyrénées à 400 mètres d'altitude, et dans d'autres pays, des chamois vivent à 200 mètres. Ils sont quand même adaptés à la haute altitude et à la pression réduite en oxygène. Notamment, ils ont un cœur proportionnellement très important, puisqu'il pèse peut-être 300 ou 350 grammes pour une bête de 30 kg, alors que celui de l'homme pèse 285 grammes pour une bête de 70 kg. Et il se déplace et il n'est pas essoufflé après des courses folles en haute altitude, alors que d'autres espèces, la nôtre, le serait bien plus. L'isard est un cavicorne. Il a de vraies cornes qui ne tombent jamais de son vivant, contrairement au bois des cerfs qui tombent tous les ans. Ces cornes sont emmanchées sur une cheville osseuse qui est le prolongement de l'os frontal. Chez cette espèce, les deux sexes sont cornus. Les mâles ont des cornes assez fortes à la base et fortement recourbées en crochet à l'extrémité, alors que les femelles ont un trophée plus maigre à la base, et surtout le crochet est beaucoup moins refermé. Il n'empêche que la différence de forme générale du corps et des cornes entre mâles et les femelles n'est pas très facile à faire en nature, et il faut être un petit peu habitué pour reconnaître les mâles et les femelles dans la nature, pour faire l'inventaire des populations ou lorsqu'on est en action de chasse. Pour Jean-Luc Plane, aucune erreur n'est possible. Ce passionné de chasse à l'isard a une parfaite connaissance de la biologie et de la morphologie de son animal fétiche. La chasse à l'isard est une chasse très intéressante, mais actuellement c'est plus facile de tuer un isard qu'un lapin. Donc il faut se fixer un but dans la chasse à l'isard. Personnellement, c'est la recherche du trophée ou de la tête bizarde. Ici, je suis en présence d'un mâle qui aurait fait un trophée exceptionnel, je pense, car c'est un isard de 5 ans. Il faut savoir que les trophées, un isard qui a déjà de belles cornes à 5 ans peut devenir un grand trophée. Parce qu'après, les années sont millimétriques, mais ça compte. Le plus important dans la chasse au trophée, c'est de trouver des isards avec la base, la circonférence de l'étui très épaisse, car le coefficient est multiplié par 4. Donc, ça aide pour la cotation. Sur les têtes bizardes, vous avez ici 2 têtes bizardes, une femelle de 8 ans, où la corne droite part et le crochet s'ouvre sur l'extérieur, et un mâle de 3 ans. C'est la même corne qui part sur la droite, c'est exactement les mêmes défauts, ou les mêmes qualités. Ces isards ont été prélevés à 500 mètres l'un de l'autre. Alors j'ai posé la question à certains grands chasseurs d'isards, et il y en a beaucoup qui me disent pourquoi ça ne serait pas le petit de cette femelle, sachant qu'ils ont 6 ans d'écart.
c'est un peu incompréhensible. Cette corne part comme ça. On pourrait avoir une cassure, quelque chose, mais non, on voit que c'est à la base de la corne. Ici, il y a un petit os, un petit bourrelet qui sort. Alors la recherche à la tête bizarde, c'est comme la recherche de trophée, c'est quelque chose un peu d'exceptionnel. Donc on se fixe un but. On part à la chasse avec nos bracelets, d'isards adultes, sexe indéterminé, et on cherche ou la grosse femelle ou le grand mâle. En dehors de la période de chasse, juste après les naissances, en bon gestionnaire, Jean-Luc et ses amis parcourent encore la montagne à la recherche des chevrets. Alors, Avec jumelles et télescopes, ils participent au comptage nécessaire au suivi des populations. Jacques, toi tu partiras d'ici. Ouais, Tu je prends toute la crête. toute la crête, le Ok. chemin. Arrivé au ruisseau, tu redescends tout le long du ruisseau. Tu comptes Ouais. tout ça. L'Isard, pour moi, ça représente l'emblème des Pyrénées. Parce qu'en plus, je suis né dans les Pyrénées, donc quelqu'un qui aime la nature dans les Pyrénées, c'est vraiment l'Isard qu'on n'a pas introduit. C'est un animal qui est là depuis des milliers d'années. Puis il y a très longtemps, avec mon grand-père, j'ai chassé l'Isard. Quand j'étais tout petit, je le suivais en montagne partout. Et c'est vrai que quand on marche toute une journée et que le soir, on arrivait à prélever une bête, l'emblème des Pyrénées, c'est un moment très fort. Et maintenant, chaque fois que je vais en montagne et que je vois des isards, comme il y en a de plus en plus, ça ferait très plaisir. Et regarde celle-là, c'est les jolies de fleurs, regarde. Quand je pars en montagne avec ma petite fille, c'est vrai que je ressens un petit peu ce que j'ai eu avec mon grand-père. Et c'est vrai que de transmettre ce message, ça, c'est fort. Et puis ça peut être amoureuse de la montagne. Et puis pour plus tard, je pense que c'est intéressant. Ça, Jean-Luc, tu te mets ça dans la boutique. À 5 ans, elle commence à suivre, donc elle marche Il y en a qui est longue comme ça. Elle marche plus doucement que papa, mais elle suit un peu partout. Puis ça lui plaît. Elle a ses jumelles, elle regarde au télescope. Regarde bien, hein. Les animaux, ça lui plaît. Et puis on voit un peu le tout, des cerfs, des chevreuils, des isards. Une seconde. Tu vois là-bas? Tiens, regarde Clara. Il y a une femelle avec un petit chevreau là, tu le vois? Tu le vois là? Quand on est déjà dans cette immensité, quand on est tranquille, qu'il n'y a pas de bruit, qu'on est seul face à la nature, c'est fort. On ressent des choses que d'autres personnes ne peuvent pas ressentir parce qu'ils ne sont pas là au bon moment. Et puis cet espace de liberté qui est magnifique. Il n'y a pas de règle. Je veux dire, la nature, c'est la nature qui commande. Les hommes ont essayé de dominer la nature, mais chaque fois la nature a repris ses dessus. Et l'animal, lui, est là, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Et quand on arrive à se mettre, on est dans un état second quand on est comparé surtout à l'Isard, qui peut monter très haut en altitude malgré 1 mètre ou 2 mètres de neige. Et c'est très fort. Qu'est-ce qui s'est passé là, Jean-Luc? La femelle est descendue, elle a sauté la rivière, il a voulu sauter, puis il était pris dans un tourbillon là. Et le pauvre, il n'arrivait plus à sortir quoi. Je pense que si on n'avait pas été là, il est passé. Là, le petit. Bon, on va aller le mettre de l'autre côté là. Et je crois que la femelle le reprendra. Bien sûr. Elle a dû monter. Je pense qu'elle est derrière le caillou là-bas, elle nous regarde. On va te le ramener ton chevreau, va. Allez. Dans leur première année de naissance, les chevreaux sont confrontés à tous les dangers de la montagne et payent un lourd tribut à la nature. L'aigle, leur principal prédateur, est là, qui veille. Une imprudence, un mouvement de tronc ont attiré son attention. Aussitôt, il ramène ses ailes, tombe en piqué, serre tendu.
pendant l'été, les grandes hardes du printemps se disloquent un petit peu. Il y a ce que l'on appelle les chevrées, c'est-à-dire les rassemblements des femelles de leurs petits de l'année auxquels se rejoignent quelquefois les petits de l'année d'avant. Alors, lors de ces grands rassemblements à la fin des périodes des naissances, des études biologiques ont montré qu'il y avait une tendance, au moins statistique, à ce que les petits soient plutôt au centre du groupe et les mères se mettent autour, et on a appelé ça des nurseries, ce qui est un comportement anti-prédateur qui est plus marqué chez d'autres espèces originaires des milieux ouverts et des steppes encore que chez le lizard. Chez l'isard, on a l'habitude d'appeler les mâles les boucs, les femelles sont appelées les chèvres, le petit de l'année est appelé le cabri, et le petit de l'année d'avant, qui est dans sa deuxième année civile, est appelé en français l'éterlou lorsque c'est un mâle et l'éterle lorsque c'est une femelle. Alors les Pyrénéens ont un tas de mots suivant les régions des Pyrénées pour désigner ces animaux de deuxième année. Alors on les appelle à l'ouest là, des ansouilles, ensuite on les appelle des ségailles, dans l'Ariège on les appelle des ercots, et chaque vallée a sa propre dénomination bien pyrénéenne. Alors pendant l'été, la vie des lizards n'est pas extrêmement passionnante. Ils se lèvent tôt le matin, ils broutent quelquefois avant le jour jusqu'à ce que le soleil devienne intolérable. Ensuite, tout le monde se couche à un endroit un peu caché, soit sur la neige, soit à l'ombre d'un rocher, pour ruminer. La seule chose un peu palpitante lorsqu'on observe les lizards en été, ce sont les jeux qui sont faits par les petits de l'année. Alors ces petits de l'année sont très turbulents, ils font des cabrioles, ils sautent en l'air, ils font mille facéties qui sont très amusantes à voir, et les Béarnais ont un mot spécial pour ça, pour faire des cabrioles. Ils appellent ça sarikoukets, ce qui est un mot dérivé du mot sari qui veut dire isard. Durant tout l'été, les isards partagent les grandes pelouses d'altitude avec le bétail et les randonneurs qui envahissent désormais la montagne. Bientôt, on va sortir de la forêt. On va passer de l'étage montagnard subalpin à alpin. On va faire Depuis sa création en 1967, le Parc national des Pyrénées, qui est un espace protégé de 47 000 hectares, a permis le développement des populations d'isards et abrite donc sans difficulté une grande partie des isards du massif pyrénéen. L'isard a été vraiment la fierté un peu des chasseurs montagnards, de pouvoir faire de beaux trophées. Mais
Il a été très menacé juste avant la création du parc parce qu'il était en restriction forte sur toute la chaîne des Pyrénées. C'est devenu l'emblème du parc des Pyrénées. Le parc des Pyrénées s'était donné un peu comme mission aussi de sauver l'isard. Et notamment, ça a bien réussi. On a actuellement près de 5 à 5500 isards sur la zone parc. On a renforcé aussi des massifs à l'extérieur du parc pour justement, c'est là le travail avec les chasseurs, de faire des plans de chasse assez bien suivis. Et l'isard est une espèce assez spectaculaire, qui est assez facile à observer maintenant, notamment sur le plateau du Caillan et sur la vallée des Oulettes. À la fin de l'été, la montagne se vide de la vie mouvante des vaches et brebis et cède pour de longs mois la place aux animaux sauvages. Lentement vient le silence de l'estive sans bétail, parcouru seulement par les chasseurs d'isards. Depuis la nuit des temps, l'homme convoite ce superbe gibier. D'abord, activité nécessaire à la survie de l'homme préhistorique, puis appoint alimentaire du paysan de montagne, la chasse à l'isard a toujours fait partie du patrimoine montagnard. Aujourd'hui, admise de manière très limitée, elle est devenue un sport prisé. Soumise au plan de chasse, elle est pratiquée selon les règles de l'art par les chasseurs de montagne. Elle nécessite des qualités de vaillance et d'endurance à l'effort, exige une bonne pratique du milieu montagnard et la connaissance des mœurs de l'animal. Basée sur un prélèvement judicieux et raisonnable, elle permet de maintenir les populations d'isards en faisant appel au bon sens du gestionnaire et à la responsabilité de chaque chasseur. Comme il y a d'ici en bas quand même. Celui d'en bas, c'est celui qui a la tête à gauche. 200 mètres. 200 mètres? Ouais. Si la chasse à l'isard a toujours suscité les passions les plus folles, mélange d'amour et de mort, elle unit, dans une relation étroite, le chasseur et son gibier autour d'une même constante, la liberté. Il n'y a pas plus beau que l'isard. C'est un animal extraordinaire. À mon avis, c'est le plus beau gibier qui existe au monde, en ce qui me concerne. C'est l'animal noble, sauvage, qui vit dans des espaces, dans le vertical. Et je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi je chassais cette bête-là. Pour moi, j'ai laissé tous les tracas, tous les soucis dans la vallée en bas. Et disons que je suis vraiment avec l'isard sur les sommets complètement, en communion complète avec la montagne.
les grands espaces, la liberté absolue. Les couleurs d'automne en ce moment. C'est toute une vie passée en symbiose avec l'animal et je ne sais pas si je pourrais me passer de les regarder, de les voir et peut-être même éventuellement de les chasser. Pratiquée le plus souvent de manière solitaire par les chasseurs, elle est aussi partage et convivialité autour d'un même et unique sujet, l'isard. Quand on est entouré d'amis, dans cette convivialité, dans cette chaleur d'une cabane de montagne, la chasse devient quelquefois dérisoire. Bien sûr, ça tourne autour de l'isard, autour de la chasse. Mais on se demande à l'extrême quel est celui qui est secondaire, si c'est l'isard ou si c'est des amis. C'est vrai qu'on n'est pas venu pour rien. La maison, bon là, il y a quelqu'un? Salut les Catalans. Bienvenue toi, pour la première fois. Ça va? Salut Philippe. Salut Christine. Ça va? Très bien. Ah, elle a grandi. Ah oui, oui. Elle a grandi. Allez, rentrez. Bon, allez. Rentrez. Je donne du temps. Ah, t'as allumé le feu? Du câble, il fait chaud. Ah, je t'attends pour faire cuire le rôti, hein, tu vois. Hein. Pour moi, cette cabane, c'est le centre de ma vie. Hein. Ça fait 30 ans que j'y vis, je l'ai construite moi-même, ce qui veut dire que tout tourne autour de cette chose-là. Je ne sais pas comment je pourrais vivre loin de la cabane. Bon, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Quand même, mais je pense Oh là là. Tous ceux qui viennent à la cabane, c'est qu'ils aiment s'y retrouver. On partage exactement les mêmes valeurs, la même éthique. On partage la même folie des sommets. On partage le vertical à certains moments. Donc c'est un lieu de convivialité. C'est le centre de l'union, en quelque sorte. C'est le lieu de la convivialité absolue. Jean-Luc. le lapin quand il était cuit, le lapin de la capote, tu vois. Tiens, tu l'as regarde. Oh, moi, la chasse à l'isard, c'est la loi de l'approche. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un combat entre le chasseur et l'isard, et non pas entre les chasseurs et l'isard. Je distingue, moi, si tu veux, deux types de chasseurs l'isard. Il y a ceux qui sont capables d'approcher une bête, et puis après, il y a ceux qui se font approcher par une bête. Et ce que je voudrais qu'on arrive à déterminer vraiment un jour, c'est faire la part des choses. Bon, il y a des gibiers que l'on peut chasser en battu, les chevreuils tant que vous voulez, les sangliers tant que vous voulez, bon, les biches et les cerfs peut-être, j'en sais rien. Bon, mais l'isard, c'est un combat singulier entre l'homme et la bête. Alors, chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, j'ai tué un beau bouquin, etc. » Comment l'as-tu tué? Parce que s'il n'y a pas une histoire derrière, il n'y a pas la beauté de la chose, c'est tout. Hein. Regardez un petit peu ces trophées. Hein, bon, remarquable. Alors, moi, j'en reviens toujours quand même à l'isard, tué à la Coma Pedros. Il est parfait au point de vue trophée. Hein. Ah ouais. Parfait. Il a été longtemps record des Pyrénées, puis après dépassé. Bon, un record c'est fait pour être abattu. Hein? Et pas simplement sur l'isard. Des isards qui ressemblent aux chamois des Abruzzes, comme ça, avec les cornes comme ça. Vous en avez ici, à l'Ariège? Non. Nous, il y en a un peu dans les PO là-bas. Il y a des isards qui partent avec les cornes avancées comme ça, qui reviennent un peu, comme le chamois des Abruzzes. Moi j'ai vu tuer un isard il y a 2 ans par une équipe là où cet isard avait des poils longs et noirs comme ça. On aurait dit un chamois de visu, mais après pas au niveau du profil. Je n'étais pas pour devenir chasseur, c'est au contact de Gilbert que... Il a pris le virus. J'ai pris un peu le virus, disons, bon. Il m'a crevé, Robert m'a crevé aussi, il m'a pelé les pieds ici à la montagne, avec des souliers de sécurité. Les pieds, quand je sortais les chaussettes, tout pelé. Il faut dire, c'était il y a un moment, c'était en 75 ou 76. Et j'étais victime d'un coup de fatigue. Je m'assieds sur un caillou,
Je m'assieds sur un caillou comme ça. Ouh, quelle fatigue, quelle fatigue. Et je vois, qu'est-ce que je vois arriver? Le lièvre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu le tires ou tu le tires pas? J'étais tellement fatigué, je ne savais pas si j'allais le tirer. Alors bien sûr j'ai tiré le lièvre. Alors je vais vous dire comment je l'ai tiré. Maintenant vous le croyez pas. Je l'ai tiré comme ça. Comme Joss Randall, comme ça. J'ai tiré le lièvre. Gilbert il m'a dit de la tuer. C'est vrai, c'est pas vrai. J'ai tiré comme ça à la course. Manqué au premier coup, arrêté. À la course je l'ai tué, comme ça, sur le côté. Et à la course. Dès le début du mois d'octobre, les isards commencent à se regrouper à découvert au-dessus de la forêt ou dans les grandes clairières et les couloirs herbeux qui la découpent. Les mâles, qui jusque-là se tenaient à l'écart des femelles et des jeunes, les rejoignent un ordre plus ou moins dispersé. C'est le début du rut, qui va se prolonger durant tout le mois de novembre et une partie de décembre. Alors ceci donne lieu à de nombreuses manifestations ritualisées. Les accouplements se font selon un mode polygamique, c'est-à-dire que les mâles servent plusieurs femelles pendant la même saison. Un grand mâle se réserve un territoire de l'ordre d'une dizaine d'hectares environ, d'une part en le marquant par des signes olfactifs grâce à des glandes spéciales à odeur qu'il a à l'arrière des cornes et dont il frotte les végétaux. Ceci dit à leurs copains, ce territoire m'appartient. Ensuite, si d'autres mâles viennent, il les exclut de son territoire. Et dans ce territoire, il essaye de se réserver et de cantonner un petit harem de 5, 6, 7 femelles qu'il poursuit inlassablement avec des mimiques extrêmement rigolotes, avec des attitudes à signification sociale qui sont des attitudes de cour vis-à-vis de la femelle. Donc ils ont des cris, ils ont des attitudes figées. La femelle répond à ces attitudes en pissant d'une façon mécanique et ensuite le mâle va renifler et il comprend si la femelle est en œstrus, c'est-à-dire s'il y a eu ponte ovarienne et si elle est en état d'être fécondée. En ce cas-là, il va la poursuivre pour tenter de l'accoupler, ce qui dure à peine quelques secondes dans une indifférence totale de la femelle qui continue à brouter. Et sinon, eh bien, ils essayent de passer à une autre femelle. Lorsque le rut s'achève, les mâles, affaiblis et amaigris par la défense de leur harde, se retrouvent dans un état d'épuisement et de maigreur avancée. C'est ainsi qu'ils aborderont les difficultés de l'hiver. Alors, tout au long des jours et des nuits de neige, de pluie et de brouillard qui paraissent interminables, les isards se tiendront silencieux, somnolents, économisant leurs forces en attendant ce jour lointain où, dans le grondement des avalanches et le vent chaud du sud qui annonce le printemps, la neige se retirera, laissant poindre les premiers crocus. Alors, le cycle entier recommencera.